Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va partir pour un petit tour du côté de Toulon et on va interviewer Serge Darmandé qui a été un professeur important de la ville de Toulon. Comme vous allez vous en rendre compte, je vais interviewer Serge Darmandé chez Monsieur Houdard. On va tous se retrouver chez Monsieur Houdard puisque j'ai beaucoup de questions à poser à Monsieur Houdard à propos des premiers temps du judo dans la ville de Toulon et dans le Var. J'ai retrouvé aux archives nationales pas mal de dossiers, comme je vous l'avais montré, avec des noms de professeurs de judo, parfois certains que je connaissais pas du tout. Donc voilà, je vais interviewer Serge Darmandé chez Monsieur Houdard et je vous laisse tout de suite avec l'interview. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'aurais besoin que vous donniez pour l'enregistrement votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, Darmandé Serge, né le 1er janvier 1958 à Toulon. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Donc, mon père était dans la marine nationale, d'où le fait que je sois arrivé à Toulon. Ma mère sans profession. Et quel métier il exerçait dans la marine nationale ? Officier des équipages, mécanicien. Alors, comment vous avez entendu parler de judo pour la première fois ? Quand j'avais été en vacances au milieu des montagnes, sur un pré, avec des gamins qui étaient 10 fois plus petits que moi et qui me faisaient tomber. Vous aviez quel âge ? J'avais 9 ans. Donc déjà, à l'époque, le harcèlement scolaire existait. Donc j'étais petit et gros, donc j'étais une cible. Et quand je me suis retrouvé là-haut, avec des tout petits qui arrivaient à me faire tomber, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là ? Et quand je suis retourné à Toulon, j'ai dit à ma mère, je veux faire du judo, je veux pouvoir me défendre. Et il y avait un club de judo qui s'était monté depuis 6 mois dans le quartier d'à côté, à la Louvière, le dojo des 3 quartiers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur un tapis. Et donc vous aviez 9 ans et demi, 10 ans ? 9 ans et demi. Qui était le professeur ? Monsieur Thomas Fazi. D'accord. Qui avait quel grade à l'époque, vous vous souvenez ? 2e dan. Est-ce que vous savez qui était son propre professeur ? Son propre professeur, je ne sais pas. Je sais qu'il avait fait du judo à l'armée, donc je pense que c'est à l'armée qu'il a appris à faire du judo. Est-ce qu'il avait des assistants ou des gradés qui donnaient cours aux enfants dans le club ? Alors, l'assistant qui a donné des cours au sein du club au niveau du judo, c'est moi, à 16 ans et demi, qui me suis occupé du cours senior. Ok. Et à cette époque-là, au moment où vous avez débuté, il n'avait pas lui-même des assistants ? Non. Il enseignait donc lui-même à toutes les catégories. Il avait déjà des catégories d'âge ? Il avait déjà des catégories d'âge, mais il enseignait le judo et le karaté. Et en karaté, il avait des assistants. Et vous vous souvenez les noms ? En karaté, il y avait Baudard, Monsieur Baudard. Oui. À un moment donné, il y avait Monsieur Jansen. Au tout début, il y a eu Tong. Un Vietnamien. Vietnamien, oui. Est-ce que les entraînements de ces années-là étaient différents de ce qu'on fait de nos jours ? Alors à l'époque, la structure du cours, c'était pour les enfants. C'était l'échauffement, le jeu, le travail au sol. Ensuite, on avait un grand tableau où il y avait toutes les prises de judo. Et c'était les anciens qui apprenaient aux nouveaux les prises de judo. Quand vous dites un grand tableau, c'est-à-dire une grande affiche ? Une grande affiche où il y avait le programme de la Fédération française de judo. Et donc, on savait que pour passer la ceinture supérieure, il fallait connaître toutes les prises. Donc, on allait, donc ceux qui étaient un peu plus d'expérience, expliquer les prises, on demandait ainsi de suite. Et si on ne savait pas, on allait demander au professeur. Donc c'était un programme par ceinture ? C'était un programme par ceinture, c'était le programme de la Fédération française de judo. Sachant qu'à l'époque, on commençait le judo à 7-8 ans. Oui. Maximum, ce qui fait qu'on avait déjà la compréhension, on pouvait déjà s'exprimer, demander ce qu'on avait besoin, ce qui manquait pour passer la ceinture, et ainsi de suite. Et tous les 2 mois, il y avait un passage de grade où on était assis, où on regardait, il y avait des questions qui étaient posées et la personne devait pratiquer. Donc ça faisait une révision générale, et ainsi de suite. Donc il y avait une progression qui se faisait automatiquement comme ça. Et c'était les programmes de la méthode Kawaishi qui étaient affichés ou c'était déjà la méthode Kodokan ?
Alors, il y avait les affiches de l'époque, il y avait les trois noms, à la fois Kawashi, Kodokan, et puis la progression française. Française, ouais. Donc on avait les trois noms. D'accord, et donc il y avait écrit par exemple premier de hanche, et puis il y avait aussi le nom en japonais en dessous. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants dont vous aviez entendu parler quand vous avez débuté? Non, quand j'ai débuté, c'était le club du quartier, point. Et vous n'aviez pas des interclubs ou des événements qui réunissaient le club du quartier avec d'autres clubs aux alentours? Alors ça a été mes premières rencontres, mais il y en avait une par an ou un grand maximum. Vous vous souvenez si c'était des clubs de Toulon ou des clubs d'ailleurs? On a fait les clubs de Toulon, donc on a fait 2 clubs de Toulon. À l'époque, je crois qu'on a fait une fois avec l'USAM. Et une autre fois, on avait fait venir un club de Fréjus qui était venu. Donc il y avait eu un match aller-retour. D'accord. Et le club de Fréjus, vous vous souvenez, le professeur? C'était professeur de Fréjus. C'était déjà Monsieur Chopin? Oui, c'était Chopin. D'accord. Racontez-moi brièvement, si vous le pouvez, vos premières années de judoka, c'est-à-dire de 9 ans et demi, donc jusqu'à votre ceinture noire. Les premières années, donc ça a été au sein du club, la progression tranquille et ainsi de suite. Vous avez passé vos grades jusqu'à la ceinture noire en quelle année? J'ai passé la ceinture noire, j'avais 16 ans, donc en 74 je l'ai passé. Donc ça fait 1967 jusqu'à... Non, 68. 68, d'accord, jusqu'en 1974, ok. Est-ce que les passages de grade étaient très différents de ce qu'on fait? Vous avez déjà parlé un petit peu des passages de grade, donc c'était devant l'assemblée des élèves? Alors, le passage de grade, à l'époque, c'était donc en compétition. Donc, dans un premier temps, il y avait le passage des katas. Où on passait les katas, et si on avait réussi les katas, on avait le droit au shiai. Okay. Donc là, il y avait une poule de 6 judokas, et au sein de cette poule, si on marquait plus de 44 points, on était ceinture noire d'un seul coup, sinon on additionnait les points jusqu'à 100 points. Et à partir de 74, 73, c'était par catégorie de poids, c'est-à-dire que les cadets tiraient entre eux, les juniors et les seniors tiraient ensemble. Mais dans la mesure où moi j'étais lourd, donc il n'y avait pas de gamins de mon poids, puisque bon à l'époque, à 14 ans, j'étais à 1m65, 105 kg. Donc je n'avais pas de truc, donc j'ai tiré avec des seniors, donc j'ai marqué mes 50 points avec 5 seniors. On a parlé des passages de grade, est-ce que les compétitions étaient organisées plutôt par Monsieur Fazi au sein du club avec des interclubs, ou est-ce qu'il faisait les compétitions départementales, régionales? On faisait les compétitions départementales et régionales. Alors j'ai noté quelques résultats que vous avez eus en compétition départementale et régionale. Vous avez été donc 3e au championnat de France assu en lourd en 1974 à Mende. Vous avez été 3e en cadet au championnat de France FFJDA en lourd, en 74 aussi à Orléans. Donc à ce moment-là, vous étiez déjà ceinture noire, je crois. Oui. 74, oui c'est ça, vous veniez d'obtenir la ceinture noire. Et avant ça, est-ce que vous avez eu des résultats quand vous étiez débutant, disons, entre la ceinture jaune et la ceinture marron? Donc l'année d'avant, j'ai été au championnat de France minime, parce qu'à l'époque il y avait des championnats de France minimes qui se déroulaient à Coubertin. Je ne sais pas s'il y a eu aussi un championnat de France Benjamin, mais bon, je vais dire que 1, j'étais peut-être un peu tendre, 2, j'étais pas parisien. Et les championnats de France minimes, c'est intéressant, vous y êtes rendu avec votre professeur, Monsieur Fazi? C'était la Fédé qui prenait tout en charge. D'accord, donc disons qu'un élève participait à ce championnat, comment ça se déroulait concrètement? Est-ce qu'il était accompagné d'un entraîneur ou... Le premier championnat de France minime, où il y avait des parents qui accompagnaient, donc nous sommes montés à Paris. Nous avons visité Paris. Okay. Donc ça m'a permis de voir la Tour Eiffel, ça m'a permis de voir les bateaux-mouches, ça m'a permis de voir le musée Grévin, ça m'a permis de voir... Ça c'était pour minime première année. La deuxième année, il y avait uniquement un encadrement fédéral, donc il n'y avait pas les parents. Ça m'a permis de connaître Pigalle et Saint-Denis. L'encadrement au niveau sportif, il était fait par un entraîneur départemental ou par un professeur de la région? Comment les élèves, je suppose que quand vous montiez à Paris pour une compétition, si vous n'aviez pas votre professeur avec vous pour vous coacher lors de la compétition, il devait y avoir bien quelqu'un d'ici qui vous guide, ou un référent régional, ou quelqu'un que vous connaissiez? Je pense que c'était un professeur de la région. Vous vous rappelez son nom? Non, je sais que
Isnar de Grasse nous a accompagnés, mais c'était peut-être par équipe quand il y avait les championnats par équipe régionale. Mais... Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez des livres ou des magazines sur le judo? Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez les premiers livres ou magazines que vous avez eus? Alors, le premier qui a été, j'allais dire, très important, c'est le Guide Marabout. Ah oui, il est sorti dans les années 70 d'ailleurs, voilà. 68 peut-être. C'est le seul qui était intéressant parce qu'il permet de comprendre la boussole du judo, l'avant, arrière, etc. Donc, j'allais dire que c'est, honnêtement, c'est la base. Après, les autres, c'est des livres de perfectionnement que j'ai lus après, mais la base, c'est le Marabout. Vous étiez abonné à la Revue Fédérale? Oui. Je crois qu'à une époque, on était automatiquement abonné quand on payait les licences. D'accord. Donc il y avait aussi la Revue Fédérale. Qu'est-ce que ça a apporté la Revue Fédérale, à part un peu d'éléments sur la culture, l'histoire du judo, etc. Est-ce que techniquement, ça vous a apporté quelque chose, la Revue Fédérale? Moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était l'historique. J'ai plus suivi la Revue Fédérale à partir du moment où c'est devenu Paris Match. Alors, les premiers stages de judo que vous avez suivis, j'ai vu que vous aviez noté sur une ancienne fiche que vous aviez suivi des stages avec Anton Gessing, Henri Courtine et David Starbourg au Golfe Bleu en 1973 et 1975, c'est ça? Oui, donc c'était à l'époque, c'était à Beauvallon. À l'époque, l'élite régionale, entre guillemets, cadet junior, on avait un stage qui était offert par la Fédé. Donc on servait, j'allais dire, de sparring partner, toute l'Europe qui venait là-bas, qui était logée dans les bungalows, ce qui nous permettait d'avoir un tapis, d'avoir un entraînement de haut niveau. Et nous, on était logés dans un hangar avec des lits de camp militaires, mais ça nous a permis on était nourris exactement pareil que les gens qui payaient, donc c'était vraiment fabuleux. Et au niveau technique, du coup, ça vous a permis de rencontrer quand même des grands champions, Anton Gessing, etc. C'était des gens qui avaient un niveau technique très élevé. Très élevé, et pour les jeunes, de très haut niveau. Ouais, pour les jeunes, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui. Vous avez aussi noté des stages avec Ryosaku Hirano, Jean-Paul Coche à Aix-en-Provence en 73 et 76. Alors, les stages d'Aix-en-Provence se passaient où, au Krebs? Au Krebs d'Aix-en-Provence. Et c'était des stages très durs. Du moins, moi je parle pour moi qui était lourd. À 7h30 du matin, courir dans les collines avec le givre. Les légers, c'est facile, ils sont devant, mais les lourds, on est derrière. Et en dernier, il y avait Hirano qui ramassait une branche de pin, qui courait derrière nous, et les derniers de la truc à la japonaise. Oui, c'est la bon, c'était gentil, mais c'était... Est-ce que vous aviez connu des militaires ou des policiers qui pratiquaient le judo dans le club? Oui, Toulon est une ville militaire, donc automatiquement, il y avait des militaires qui venaient. Est-ce que vous vous souvenez de certains noms, des professeurs peut-être, ou des assistants qui étaient militaires ou policiers? Non, le seul militaire qui me marquait, c'est Yves Garot, qui avait une technique extraordinaire. Et lui, il était élève au club de Monsieur Fazi? Non, il était chez Monsieur Goudard. D'accord. Vous avez pratiqué le judo pendant votre service militaire? Oui. Alors, c'était en quelle année? Le judo, ça doit être en 81. 1981. Vous avez fait votre service dans quel campement? À la marine, en tant que kiné, puisque j'ai refusé d'aller en sport armé, tout simplement parce que j'avais passé mon diplôme de kiné, et perdre 1 an de métier quand on vient d'avoir son diplôme, j'allais dire, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, c'est complètement déconseillé, donc il fallait... Donc j'ai fait du judo, où là j'ai quelqu'un en admiration en faisant mes classes à Ourtin. Donc on avait le soir, on avait le choix entre soit faire du sport, soit faire du défilé, des rassemblements. Ok. Donc j'ai fait du sport. Et là j'ai rencontré le responsable du judo. Un gars très sympathique et qui sur le tapis arrivait en disant « c'est moi le patron, donc vous m'obéissez ». C'était monsieur? Je sais plus. Et le gars pendant 3 semaines, puisqu'on a été 2 ou 3 à avoir un certain niveau, il s'est fait accrocher à tous les porte-manteaux de la salle, et le lendemain, de nouveau, il était là en disant « c'est moi le patron, il n'y a pas de problème ». D'accord. Mais tout en restant réglo, mais la volonté morale de ce gars-là, c'est... Et donc, en ce qui concerne le judo pendant votre service militaire, disons, est-ce que c'était une manière de pratiquer qui était différente dans la technique, j'entends? Est-ce qu'il y avait des gens qui pratiquaient des techniques différentes? Est-ce que ça vous a permis de voir... Non, ensuite, après Ourtin, j'ai été à Cherbourg
Donc là, j'ai fait quelques entraînements, mais c'était un club civil. Et ensuite, je suis redescendu à l'hôpital militaire de Toulon, donc je suis retourné dans mon club. Okay. Bon, pour la compétition, j'ai noté quelques dates. Alors, j'ai vu que vous avez pratiqué la lutte gréco-romaine en compétition. Oui, en lutte libre et lutte gréco-romaine. D'accord. Ça se faisait souvent pour les judokas de pratiquer aussi la lutte? Non, c'était l'époque où il y avait donc énormément de lutteurs, en particulier du RSS et tout ça, qui venaient planter la panique en judo avec leur technique et qui venaient faire des compétitions. Donc partant du sage principe que si eux ils venaient planter la panique chez nous, il n'y avait pas de raison que moi j'allais pas planter la panique chez eux. Okay. D'où le fait que j'ai fait de la lutte. Et vous aviez pratiqué en club avant de vous inscrire aux compétitions ou vous êtes inscrit directement aux compétitions? Non, il y avait un club qui était à la 3e région maritime, qui était le seul club de lutte de Toulon. Et donc, je me suis un petit peu entraîné avec eux. Vous vous souvenez du nom du professeur? Donc, je sais qu'il y avait Pierre Tiju qui était très 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 fort. Il y avait un gars qui devait s'appeler Morin. Et donc ce club de lutte acceptait les judokas? Ah, Monsieur Houdard voudrait ajouter quelque chose. Jean-Pierre Morin, oui, qui était maire, qui était responsable de l'école de Saint-Mandrier, des apprentis de Saint-Mandrier, et qui est venu au club chez moi, qui est passé Saint-Noir et d'accord. Troisième dame. Qui était judoka donc. Judoka, il était maire du village de Sainte-Anastasie, où il nous invitait tous les ans à faire une journée de ceinture noire. Le dernier dimanche du mois de juin. Ok. Bon, alors du coup, aussi judoka. Et en ce qui concerne, donc pour en revenir à la lutte, en ce qui concerne la lutte, est-ce que c'était utile vraiment les prises de judo parce que les règlements de lutte sont quand même très différents de ceux du judo. Est-ce que votre passé de judoka vous a beaucoup servi ou très peu finalement? Alors, si on veut être performant dans quelque sport que ce soit en très peu de temps, il y a deux solutions. Soit on est un génie, soit on adapte ce qu'on connaît au nouveau sport. Ouais. Donc, connaître le règlement et adapter qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qui est faisable là. Donc moi, j'ai surtout fait de l'adaptation. J'ai appris certaines techniques ou certains contrôles, au niveau de la lutte, que j'ai reporté ensuite en judo, ce qui m'a permis d'évoluer. Le fait de faire de la lutte a cassé mon judo debout. Mais par contre, j'ai énormément progressé au sol, ce qui fait que c'est devenu un atout. C'est vrai que les lutteurs ont surtout pour la lutte gréco-romaine, la lutte américaine c'est encore autre chose, mais ils ont des contrôles au sol qui sont extrêmement forts. Il n'y a pas de kimono, donc automatiquement. Il n'y a pas de kimono, donc ça apprend vraiment le contact. Est-ce que c'était répandu pour les judokas de participer à d'autres formes de compétition, lutte libre, Jiu-Jitsu ou non. Dans les clubs, c'était quand même assez rare. Voilà. Et Jiu-Jitsu à l'époque n'existait pas en compétition. J'ai noté vos grades et titres. Donc vous avez eu le premier dan en 1974, le deuxième dan en 76, le troisième dan en 78, le quatrième dan en 82 et le cinquième dan en 86. Oui. J'ai tout bon. Vous avez également le brevet d'état d'éducateur sportif du premier degré que vous avez eu en 1981 et vous avez quelques distinctions, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports en 1994 et la médaille d'argent de la jeunesse et des sports, mais là j'ai pas noté la date pour la médaille d'argent. C'est dans les années 2000. D'accord. Et vous avez aussi la médaille de bronze du Collège national des ceintures noires que vous avez obtenue en 1995. Oui. À l'époque. On va maintenant parler de votre enseignement du judo. Alors, en quelle année vous avez commencé D'abord, avant, je voudrais dire juste un petit truc. Oui. Parler du judo dans le Var et le judo pour moi en particulier. Il y a eu une date très importante, c'est l'arrivée de Claude Laurent dans le Var en tant que CTD. Donc il y a le judo avant Claude Laurent et le judo après Claude Laurent. Donc quand Claude Laurent est arrivé, ça nous a donné un apport technique que nous n'avions pas. D'accord. Il avait une façon de pratiquer le judo qui était très différente de Monsieur Fazi? Très différente, et en plus le niveau technique est nettement supérieur. Toutes les bases du judo au sol, il nous les a appris. Il nous les a appris parce que, moi, je fais partie de la première génération qui a travaillé avec lui. Donc, tout ce travail au sol, nous ne connaissions pas. Ça ne se faisait pas. C'était au niveau méthode Kawashi qui était enseignée avant, ne connaissait pas. Donc, on a été un certain nombre à en profiter au niveau des jeunes. Nous avons été formés. Et ensuite, quand nous avons été dans les clubs, nous avons pu retransmettre ce que nous a appris Claude Laurent. Ce qui fait que ça a élevé le niveau technique général de façon extraordinaire.
Et ensuite, la génération suivante est partie dans les sports-études et ainsi de suite. Mais nous, toute la génération qui n'avons pas été, ou qui étions à la limite des sports-études, parce que moi j'ai refusé d'aller en sport-études, toute cette génération-là, on a pu progresser, on a pu monter grâce à l'arrivée de Claude Laurent. Tous les successeurs qui sont, par exemple, je prends à Daniel Pérez et tout ça, ont pu bénéficier par, mon intermédiaire, par l'intermédiaire des gens qui ont été formés, de l'apport technique de Claude Laurent. Donc si ça ne s'est pas vu directement dans les clubs, ça s'est transmis. D'ailleurs, à part Claude Laurent, est-ce qu'il y avait, je sais qu'il y avait aussi Bernard Midan qui était actif au niveau régional, est-ce qu'il était aussi, lui aussi actif à donner des stages, à faire progresser la technique, ou c'était plutôt Claude Laurent? Le problème ou les avantages, Bernard Midan, technicien, bien et tout ça. Moi, à titre personnel, sachant que j'avais des a priori vis-à-vis de lui, j'ai surtout appris de Claude Laurent et de Hirano. Donc, oui, c'est les deux personnes qui ont vraiment appris. Ensuite, Bernard Midan, ils étaient ensemble avec M. Fazi, qui s'appelle au Fort Carré d'Antibes. Ils ont eu une formation commune. Bernard Midan était quelqu'un de brillant intellectuellement, techniquement super et tout ça. Et il y avait une certaine condescendance vis-à-vis de M. Fazi qui était plus frustre et très rustre. Et quand il y a eu la guerre d'Indochine, il y en a Bernard Midan qui est parti au sein de la Fédé, qui est resté brillant et tout ça. Et l'autre qui est parti en Indochine et qui est revenu avec 14 médailles, 2 citations sous le feu, le placard et tout. Ouais. Et au niveau du retour, entre le Soleil et l'autre qui était beaucoup plus besogneux, les rapports étaient... Ils avaient de mauvais rapports entre eux? On ne joue pas au billard à 3 bandes. Alors, quand on règle ses comptes à tête, on n'en profite pas pour, désavantager les élèves de l'un pour pouvoir régler ses comptes qui se sont passés avant. Ça se fait pas. Et c'est arrivé dans le judo que Bernard Midan utilise sa position pour avantager plutôt ses élèves par rapport à ceux de M. Fazi, vous pensez? Ses affidés, je dirais pas ses élèves. D'accord, je vois. Bon, on va passer à la partie sur votre enseignement. Donc, vous enseignez le judo depuis l'âge de 16 ans, vous m'avez dit? Oui, puisque j'étais assistant... Assistant de M. Fazi au dojo des Trois Quartiers. Voilà, donc il y avait le choix, donc à l'époque on était 2 jeunes ceintures noires. Il avait le choix entre Charlie Douillet, pas le... Oui, j'ai compris. Non, qui faisait 60 kilos, et moi pour prendre le cours des seniors, parce qu'à l'époque, le club travaillait énormément, c'était un très gros club, surtout au niveau karaté, puisque c'était la vague Bruce Lee, donc il lui fallait quelqu'un pour décharger. Et Charlie a eu la bonne idée d'aller au ski et de se casser la jambe, donc c'est moi qui ai pris les cours seniors. Vous avez commencé à enseigner donc à l'âge de 16 ans, et vous avez enseigné officiellement au dojo des Trois Quartiers jusqu'en 1984, donc pendant 10 ans oui. Au dojo des Trois Quartiers. Et ensuite, vous avez enseigné au dojo du Faron, à partir de quelle année? Voilà, donc en 84, il y a eu le décès de M. Fazi. Donc j'ai quitté les Trois Quartiers pour aller à la SPTT Toulon. Et pourquoi ne pas avoir repris justement le dojo des Trois Quartiers puisque vous étiez professeur? Ça, c'est un problème de famille, un problème de club qui s'est passé. Donc, ils ont décidé de fermer le dojo ou... Non, ils ont décidé que ça s'appelle une autre politique. Donc à partir du moment où ils ont voulu m'imposer leur vision des choses qui n'étaient pas les miennes, donc j'ai quitté le club en disant vous êtes des grands, vous vous débrouillez. Et je suis parti à la SPTT chez M. Hervé Cazenave. Pourquoi j'ai choisi la SPTT? Parce que Hervé Cazenave était quelqu'un qui avait une très très forte personnalité, une grande gueule entre guillemets. Moi je l'étais aussi, donc ça m'a permis de rentrer et de ne pas arriver comme un chien dans un jeu de quilles. Donc il avait une structure qui était très bien, très forte et très bien installée. Donc je suis rentré, je me suis senti comme chez moi, quoi, avec un patron, c'était Hervé. Vous étiez simplement élève ou vous donniez les cours? Élève simplement. Jusqu'au moment où vous avez quitté le dojo de M. Cazenave pour enseigner au dojo du Faron, si j'ai bien compris?
Non, je l'ai créé. D'accord. Vous l'avez créé en 1999, c'est ça? Voilà. Et pourquoi du coup avoir choisi de créer ce dojo et non pas d'enseigner dans une structure déjà existante? Ben, comme tout rêve de petit garçon, c'est un jour j'aurai mon club. En fouillant, puis j'ai trouvé. Donc j'ai dit, ben, il y en a qui se payent un bateau de 7 mètres dans le port de Toulon. Moi, je vais me payer un club. Donc mon club, il ne faut pas qu'il me coûte plus cher qu'un bateau de 7 mètres dans le port de Toulon. Donc D'accord. je me suis fait ma structure. Quand vous dites vous avez créé le club, c'est-à-dire vous avez trouvé la salle, etc. Il a fallu trouver des accords avec la mairie, je suppose? Pas du tout. Vous avez créé un club privé? J'ai acheté une bâtisse et j'ai fait le club au sein de la bâtisse. D'accord, ok. Donc c'était complètement à vos frais. Carrément. Ok. Et au début, les premières années, vous aviez un nombre d'élèves important ou plutôt réduit? Alors on a commencé, j'ai commencé 1er janvier 99. Au mois de septembre 99, nous étions 27 licenciés en judo. Donc au-dessus, il y avait une autre salle qui était réservée à la danse, qui elle avait une structure et tout ça. Et entre juillet et septembre, il y a l'USAM qui a eu la bonne idée de se séparer de son prof de judo, à savoir M. Traika, qui s'est retrouvé sur la touche. Donc l'USAM, c'était un gros club qui avait 160 élèves et qui tournait bien. Et donc j'ai été voir M. Traika, j'étais voir Maurice en disant « Bon écoute Maurice, moi je te propose de venir dans mon club. » Il me dit « Ouais, je t'écoute, je me retire, c'est toi le patron sur le tapis, moi je m'occupe de la partie administrative et tout ça, et tu te débrouilles. » Donc il a hésité, puis au mois de septembre, il a pris les rênes du club. Donc il y a quelques judokas qui l'ont suivi, puisque 3 mois après, le dojo du Pharaon, on était 120 licenciés. Et pourquoi lui avoir proposé de reprendre la partie technique? Il était plus expérimenté que vous? Il était plus âgé? Non, mais un club qui démarre avec 27 licenciés, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un club clé en main. Là où il nous aurait fallu 5 ans pour arriver à 120, on l'a fait en 2 mois. Mais par contre, je ne vous dirais pas que c'est vachement dur de pouvoir dire « je me mets en retrait » pour mon bébé, pour le club. Ouais, et il avait une vision du judo différente de la vôtre, là, au niveau technique ou pédagogique peut-être? Maurice, c'est un spécialiste des mouvements d'épaule, du judo, champagne. Moi, j'étais plutôt un spécialiste du travail au sol et de la partie plus efficacité. On est là pour gagner, on est là pour contrôler. Donc voilà, donc c'est deux visions différentes et 2 formations de base différentes. On n'a pas la même histoire. Quel grade il avait à l'époque? Il était 5e dan aussi. Depuis, il est passé 6e. Mais à l'époque, 5e. Et donc, dans ce club-là, le dojo du Pharaon, il y avait donc à la fois du judo. Si je comprends bien, vous louiez la salle du dessus pour la danse, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'il y a eu du karaté, de l'aïkido? Judo, karaté, aïkido. Qui étaient les professeurs en karaté et en aïkido, vous vous souvenez? Alors, en aïkido, à l'époque, c'était Alain Tissman. Ok. Alain Tissman. Voilà. Et en karaté? Et en karaté, c'était Éric Lejeune. Éric Lejeune, d'accord. Oui. Il n'y a pas eu d'autres arts martiaux, sports de combat? Si, il y a eu du Shintai-do, il y a eu des petits... Il y a eu de la lutte. Ok. Donc j'ai récupéré le seul club de lutte qu'il y avait sur Toulon. C'est quand même incroyable parce que la lutte étant un sport ancien, on s'attendrait à ce qu'il y ait de nombreux clubs, au moins 3 ou 4 sur une ville comme Toulon. Il y avait un seul club de lutte? Il n'y avait qu'un seul club de lutte, avec monsieur Serge Verdier. Serge Verdier? Verdier, qui était le président aussi départemental de lutte. Surtout que Toulon, du moins la marine, a une grosse histoire de lutte. Okay. À Saint-Mandrier, tous les marins faisaient de la lutte. Par exemple, quand j'ai fait mon service militaire à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, mon titre de champion de France de lutte a été, plus apprécié que le titre de champion de France de judo. Donc là, il y avait parce que historiquement, les fusiliers marins font de la lutte à Saint-Mandrier. Donc ils avaient une forte culture affiliée à la lutte. Ok. Et à part la lutte et le karaté et l'aïkido, est-ce qu'il y a eu par exemple, je sais pas moi, du tai chi, des arts martiaux chinois? Je vous ai dit Shintai-do, il y en a eu un autre, mais disons que c'est anecdotique, ils n'ont pas eu le temps de s'ancrer. Ils sont restés que quelques années? Voilà. Et ensuite, le Covid les a assassinés. Comme c'était des petites structures, nous-mêmes on s'est pris une gifle, le temps de remonter, quoi.
Est-ce qu'il y a eu des femmes déjà dans vos clubs au début d'année, des pratiquantes, des femmes qui étaient ceinture noire, professeurs peut-être, des femmes judokates que vous avez connues dans ces années-là, 60, 70, 80? Quand j'ai commencé, en 1968, il y avait une seule fille. Pour combien d'élèves à peu près dans un cours classique? Une trentaine, une quarantaine? Ouais, à peu près, oui. Une trentaine. Ok. Donc il n'y avait qu'une seule fille. En 1975, Ouais. toujours au dojo des Trois Quartiers, on en a vu 2 qui sont arrivés. Donc il y avait vraiment très peu de femmes dans Très le peu de femmes. D'ailleurs, dans les 2 qui sont arrivés, j'en ai épousé une quelques années plus tard, Qui est toujours votre épouse à l'heure qui actuelle? est toujours mon épouse actuellement. D'accord. Par Et contre, c'était- dans les années 78, sur le tapis de judo, 78-79, il y avait plus de filles que de garçons. Ben, il y a eu une arrivée avec des jeunes filles qui avaient 18-20 ans, qui sont venues sur le tapis. Donc, Entre 1978 et le début des années 80? Oui. Ok. Donc ça alors. on s'est retrouvés avec 7-8 filles sur le tapis, quoi. Je sais qu'une fois, il y avait plus de filles que des garçons. C'est impressionnant, il y a eu une véritable explosion. Est-ce que c'est lié au phénomène Bruce Lee, aux films d'arts martiaux Je pense que c'est le hasard. Puis le fait que le voir qu'il y avait des filles, donc c'est... Ok, intéressant. Et, Donc- et ces femmes, du coup, demandaient un judo... comment dire, ça requiert une attention particulière de leur enseigner le judo à cette époque. Est-ce qu'on modifie la technique? Est-ce qu'on modifie Alors je prends le cas, l'enseignement? on avait une fille qui s'appelle Anne Meyer, dont je suis... j'allais dire que je suis très fier, puisqu'elle a terminé 3e au championnat de France junior. Mhm. Qui après donc a arrêté le judo puisqu'elle est gastro-entérologue. Oui, il fallait une attention particulière vis-à-vis d'elle, il fallait pas qu'elle nous casse les gars. D'accord. Ouais. Voilà, donc Ah oui, ça pouvait être un problème pour les mecs de se faire planter. ben, par- vous avez un jeune militaire qui arrive, donc la blague, bon ben écoute, va travailler avec la demoiselle, quoi. Puis le gars il n'arrive pas à comprendre, puis il s'énerve et il se retrouve avec un plâtre, quoi. Ouais, je vois. Ok. Donc il y avait effectivement non seulement des filles qui étaient au judo, mais aussi des filles douées en particulier. Est-ce que ça, en compétition, du coup, ça a transformé les compétitions au niveau départemental ou régional? Parce que je suppose qu'à l'époque où il y avait 1 ou 2 filles, les compétitions féminines, ça devait être vite réglé. Alors que là, s'il y en a beaucoup plus d'un coup, ça doit être quelque chose de plus important. Des Anne Meyer, on n'en a eu qu'une. Les autres étaient gentils, sympas et tout, mais elle n'avait pas son niveau. Maintenant, j'allais dire, une compétitrice, c'est une compétitrice. Je vais vous donner un exemple au niveau du judo féminin. Donc, une année, j'ai encadré un stage national à Boulouris, Oui. où il y avait Pam Pronel comme fille et Claude Laurent. Donc, sous la direction de Claude Laurent. Donc, à l'époque, c'est l'époque où je tournais bien. Donc j'ai fait du judo avec Pam Pronel, je me suis fait casser en 2. Donc je suis arrivé, je dis bon ben c'est une fille, on y va gentil. Je me suis fait plier. Donc quand on dit le judo féminin, ce qui fait qu'après lorsqu'on faisait des randoris, c'était exactement la même chose que si c'était un garçon qui était en face, il n'y a pas de différence. Et au niveau de la technique en elle-même, est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce qu'elle faisait plutôt les mouvements de hanche, plutôt les mouvements d'épaule, plutôt... C'était pareil? Aucune différence. Ok. Au dojo du Pharaon, du coup, quel a été votre nombre d'élèves moyens inscrits à l'année? Je vais dire une centaine. Une centaine? Ok, donc en général, dans les dojos, on va dire de villes comme Toulon ou comme Nice, en général, on tourne entre 80 et 150 pour les très gros dojos, comme Saint-Laurent-du-Var, ça peut dépasser les 200 ou 300. Vous avez des objectifs de licence par saison que vous aviez pour pouvoir être rentable ou simplement pour pouvoir survivre? La rentabilité, dans la mesure où, j'allais dire, le judo c'est ma danseuse, donc moi mon métier c'est kiné. Donc ça c'est le surplus pour le plaisir. Ouais. Donc l'objectif c'est de ne pas perdre d'argent, Oui. c'est pas d'en gagner. Par rapport à des professeurs qui sont des professionnels et qui en ont besoin pour vivre, moi mes objectifs, si j'ai 40 élèves, c'est pas un problème. D'accord, ok. Donc le nombre de licenciés, ouais, mais il y a quand même le coût de la structure, le coût du matériel, les tatamis, tout ce qu'il faut avoir au niveau judo, et c'est quand même un coût important. Il faut les renouveler régulièrement. Donc est-ce que ça nécessite quand même d'avoir un certain nombre de licenciés minimum? La façon de fonctionner au niveau du dojo du Pharaon, donc maintenant nous avons 4 salles, 450 mètres carrés de travail, impossibilité de m'occuper à 100% comme un professionnel. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des associations autonomes à l'intérieur du dojo
qui payent un loyer et c'est ces loyers qui s'occupent déjà de faire vivre la structure. Ok, je vois. Ce qui fait que chaque association est indépendante et c'est leur problème à eux d'avoir des élèves et ainsi de suite. Donc si vous avez à la fois un prof de karaté avec son association, un prof d'aïkido avec son association et le prof de judo, en gros vous arrivez à tourner sans... Et la prof de danse, donc ce qui permet de couvrir largement les frais. Très bien, ok. Par contre, je parle de cas du Covid, j'ai eu la chance d'avoir les crédits qui se sont terminés avant le Covid. Parce qu'au niveau des associations, quand il y a eu les problèmes de Covid, nous étions une association privée. Donc, si on avait eu les crédits qui avaient été obligés de continuer à tomber, et ainsi de suite, on aurait été dans la panique. Ouais, je comprends. Donc, il n'y a eu aucune aide de l'État. Entre le moment où vous avez créé le dojo en 1999 et donc l'année Covid, est-ce qu'il y a eu des grands événements qui ont concerné le dojo du Pharaon? Je sais pas, de grandes compétitions organisées par le dojo, ou des démonstrations, ou des fêtes, ou ce genre de choses? Oui, il y a eu les fêtes de fin d'année, les animations, tout ça, mais on n'a pas... Vous participez à la fête des sports au début de l'année scolaire? Alors, nous avons participé à la création. À la création de quoi? À la création des fêtes du sport et tout ça. Puisque la première qui a eu lieu, c'était à Carrefour-Mayol, avant que ça existe. Donc avec M. Alain Tissman, c'est lui qui avait initié ça. Donc nous avons participé et tout. Et ensuite, c'est devenu, j'allais dire, une affaire commerciale. J'allais dire, tant que c'était bon enfant, c'est bien. À partir du moment où on était là pour faire le show, donc c'est pas... Donc nous, notre objectif au niveau du Dojo du Pharaon, c'est d'être le meilleur club du quartier. Ok. Est-ce que vous êtes vous-même allé au Japon? Non. Ok. Vous avez envoyé des élèves qui ont participé à des stages ou à des échanges là-bas? Non, parce que on n'a pas le niveau pour l'instant d'avoir des élèves qui puissent aller au Japon, qui ont un niveau national. Deux, maintenant, les structures de la Fédération française de judo, sachant qu'il y a surtout les sports-études, les sports excellence et tout ça. Donc dès qu'il y a un élève qui est un petit peu bon, il va là-dedans et il va se faire aspirer par les structures fédérales. Est-ce que vous êtes plutôt pour un judo traditionnel ou pour un judo moderne tourné vers la compétition? Si vous deviez placer votre club dans l'une ou l'autre des catégories, vous diriez que c'est plutôt quoi? Le judo, il a changé. C'est dur à dire. Hein. C'est vrai on fait en fonction de la population. Pour l'instant, nous n'avons plus les populations de compétiteurs comme on avait avant. Il y a moins de compétiteurs maintenant? À l'époque, il n'y avait pas les structures fédérales. Donc, ce qui fait qu'il y avait une certaine élite de clubs, donc on pouvait être attiré par la compétition et monter. Maintenant, dès qu'un gamin il sort, il est aspiré, que ça s'appelle par les structures fédérales, donc il n'est plus au sein du club. Donc il va directement en sport-études, puis à l'INS, Voilà, donc automatiquement, c'est fini. Donc ce qui fait qu'on a une perte de ces locomotives. Quand j'ai commencé, donc il n'y a plus de locomotives, donc on ne peut plus faire de compétition. Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas justement la surcompétition qui a entraîné ça? Parce qu'en judo, il y a quand même de très 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 nombreux compétiteurs pour une seule place de championnat de France. Bon, après il y a les deuxièmes divisions. Je vais vous expliquer. Quand nous, avec le dojo des Trois Quartiers, nous avons été champions par équipe. Champion de France par équipe? Non, champion départemental par équipe. Par équipe junior, si mes souvenirs sont bons. Donc 5 compétiteurs et tout ça. À l'époque, au championnat du Var par équipe junior, il y avait 17 équipes inscrites de clubs. Il y a 3 ans, il y a eu les championnats inter-régions par équipe junior de club, interrégion, c'est-à-dire 8 départements. Inscription directe. Je crois qu'ils étaient 7 équipes. Est-ce que... Donc là, vous comprenez. Donc il n'y a plus, d'équipes junior de club, 17 équipes à l'époque. Et qu'est-ce qui explique ce phénomène d'après vous? On a perdu les locomotives, puisque les locomotives sont dans la structure. Donc on n'a plus les locomotives au sein du club. Donc ils participent plutôt aux compétitions, non pas interrégions, etc., mais ils s'entraînent tout simplement pour atteindre le niveau national et devenir compétiteurs au niveau national. Au niveau des études d'âge, quand moi j'ai commencé à 9 ans. Je faisais partie des jeunes qui commençaient, donc 7-9 ans.
Actuellement, les clubs commencent à 4 ans. Ouais. Quand on va arriver à 17 ans, le gars, s'il reste, il a commencé à 4 ans, il va déjà avoir 10 ans de judo. Ouais. Donc il va dire, je vais aller jouer au foot. Qu'est-ce que je vais rester là? Au bout de 10 ans, c'est bon. Donc quand ça va commencer à devenir intéressant, il va déjà être blasé. Je vois ce que vous voulez dire. Donc en fait, le fait de les faire commencer plus tôt, d'après vous, ça les met dans une situation arrivée à l'âge de l'adolescence ou le début de l'âge adulte où ils sont lassés du judo. Voilà. Ok, c'est intéressant, c'est possible. Et ils ne sont pas attirés par d'autres phénomènes proches du judo, comme le jiu-jitsu par exemple, ou la lutte ou... Ça, c'est la partie, donc la lutte ça n'existe plus. Hein, donc, il n'y a plus qu'un seul club de lutte qui se trouve actuellement sur la scène. Sinon, au niveau du jiu-jitsu et tout ça, je ne sais pas ce que ça donne. Il y en a quelques-uns qui vont attaquer le karaté, mais c'est pas... Ouais, c'est pas un phénomène de masse, quoi. C'est très anecdotique. Ensuite, au niveau image de marque, au niveau du judo, j'allais dire, la génération avant moi, il y avait des maîtres d'arts martiaux. Quand moi j'ai commencé, j'avais un professeur d'arts martiaux. Quand j'ai enseigné, il y avait un entraîneur de judo. Ouais. Et maintenant, il y a des coachs. Il y a des animateurs. Ouais. Donc on est passé du maître à l'animateur. Point de vue image de marque. Alors c'est vrai que ça change effectivement l'image de marque, mais c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que les maîtres n'étaient pas forcément tout à fait des maîtres. C'est-à-dire qu'ils entraînaient les jeunes exactement comme les coachs au Japon de baseball c'est juste une méthode militaire là-bas, mais en réalité ils amenaient je vous signale quand même que le baseball, le premier club de baseball, c'est Jigoro Kano qui l'a créé. Mais ils avaient une image de marque, entre guillemets, parce qu'ils importaient avec eux beaucoup d'exotisme et de mysticisme venu du Japon. Avec le temps, on s'est rendu compte que bon, le mysticisme, ça va bien, le Kaikitu, on a vu. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, quoi. Et effectivement, l'image de marque s'est beaucoup détériorée avec la fin des maîtres japonais. Maintenant, le judo au niveau français est quand même à un niveau extrêmement élevé, au niveau international. Quand vous aviez, on pouvait appeler maître d'or. On pouvait appeler, mettons, maître Julien. Quand on pouvait parler au niveau du judo que je tenais, il y avait des gens structurants. Actuellement... Est-ce que ça ne vient pas du fait justement qu'il y avait aussi peu de personnalité dans les premières années? Le fait qu'il y ait peu de personnalité, ça aussi met en avant ceux qui sont maîtres et qui sont influents dans les régions. Maintenant, des clubs, il y en a des clubs de judo, de karaté, d'aïkido, il y en a des centaines. Alors, je vais... Je me fais l'avocat du diable, hein, mais exprès. Non, je vais vous expliquer ce que s'appelle au niveau du judo l'évolution. Autrefois, les compétitions de judo se faisaient je crois que c'est sur un doyo, sur une estrade. Donc la sortie de tapis, quand il y avait une sortie de tapis poussée, on tombait de l'estrade. Donc le problème, il était résolu. Évolution qui s'est faite ensuite, on a dit ça va rester à plat, donc il n'y a plus d'estrade. Donc on va mettre une limite rouge qui délimite la surface de compétition. Donc nous sommes un art martial, un art de la guerre. Donc si tu sors de la limite, tu es au bord de la falaise, tu tombes. Et celui qui gagne, c'est celui qui reste. Un art martial. Ensuite, nous sommes devenus un sport de combat. Si tu mets un pied dehors, tu reçois un avertissement. Ouais. Tu ne perds plus, tu n'as plus qu'un avertissement. Actuellement, tu peux continuer dehors, ça n'existe plus. Donc cette partie art martial, nous sommes devenus un sport de combat. Et nous sommes peut-être devenus maintenant, un sport tout court. C'était tout de même bien l'objectif de Jigoro Kano, parce que quand il a transformé l'école Kitoryu de Jiu-Jitsu en judo, il avait, d'ailleurs il était ami avec Pierre de Coubertin, qui a instauré les Jeux Olympiques modernes, et il avait pour objectif d'en faire un sport moderne. Non, il avait pour objectif d'en faire une méthode éducative. Donc il a transformé toutes les anciennes techniques, il les a épurées de façon à ce que ça fasse une méthode éducative. Mais une méthode d'éducation sportive. Oui, mais comme il y avait à l'époque, la gymnastique suédoise, c'était la même époque, un corset... donc c'est une méthode éducative. Parce que c'est vrai que la notion d'art martial en judo est intéressante, c'est bien que vous parliez de ça, parce que la notion d'art martial en judo, elle a souvent été vue comme quelque chose de fondamental, elle l'est toujours d'ailleurs, mais le problème c'est que cette distinction, cette dichotomie entre art martial et sport de combat n'a pas lieu d'être en réalité. Les Jeux Olympiques
même de 64 ou les Jeux Olympiques tout à fait modernes de ces dernières années, ça a toujours été du sport, le judo. Même le judo qu'enseignait Jigoro Kano, ou même Mifune, c'était du sport, c'était pas un art martial. L'objectif n'est pas de tuer l'autre dans un dojo. L'objectif n'est pas de tuer l'autre, mais l'objectif est de prendre des techniques qui existaient, de les civiliser, qu'elles ne soient plus dangereuses, Tout à fait. et de les mettre en place. Donc c'est un art martial qui a suivi. Maintenant, nous sommes uniquement dans la partie sportive. Et cette partie, j'allais dire, art martial, a disparu. Ok, bon, c'est un avis intéressant. Et au niveau des jeunes profs, je ne sais pas si les gars en ont conscience. Il n'y a plus cette notion de pratique martiale qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui pratiquaient les arts martiaux, ils pratiquaient les arts martiaux avant tout pour être efficaces. C'est-à-dire pour pouvoir soit se défendre, soit au contraire attaquer. Il faut être honnête, les premiers karatékas, c'était pas tous des enfants de cœur. Maintenant, les gens qui s'inscrivent au judo, c'est plutôt des gens qui... Bon, en général, c'est les parents qui inscrivent leurs enfants au judo pour qu'ils fassent du sport. Ils pourraient choisir le judo comme ils pourraient choisir le foot ou la boxe ou quoi que ce soit d'autre. C'est vrai que la notion de l'objectif, du but, a évolué. Maintenant, est-ce que l'art en lui-même a changé à cause de cette évolution de pensée? Je pense pas. Je pense que l'art a changé justement à cause des règlements. La vérité, c'est qu'avant, on avait des règlements pour les adultes. Maintenant, on a des règlements pour les enfants. On ne peut pas faire s'entraîner des enfants. C'est pareil en boxe anglaise. Moi, je suis pratiquant de boxe anglaise. On n'a pas les mêmes règlements en compétition de boxe anglaise pour les enfants que pour les adultes. Donc c'est vrai que les compétitions, maintenant on met des avertissements quand ils sortent du tatami. C'est pas comme s'ils tombaient du haut de la falaise parce qu'on est conscient qu'on enseigne à des enfants, que c'est un loisir, c'est quelque chose de tout à fait... Quand on donne des avertissements en cas de sortie. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que les avertissements sont les mêmes qu'avant? Moi, de mon temps, on mettait 2 fois le pied dehors, on était disqualifié, tu rentres à la maison. Ok. Oui, donc il y a une évolution des règlements qui d'après vous, influe une évolution de la pensée, de la pratique du judo. Est-ce que c'est le judo qui a évolué et que les règlements se sont... ont suivi Est-ce qu'il faut absolument qu'on ait un sport qui soit télégénique? Est-ce que c'est pas... En tous les cas, d'après ce que j'ai cru comprendre en interviewant de nombreux professeurs, le sport n'est pas tout à fait télégénique, malgré tous les efforts qui ont été faits. Le problème que j'ai toujours dit, c'est qu'on montre à la télévision les phases finales. Donc les phases finales, vous avez des gens qui se connaissent très bien, qui ont été magnétoscopés, on sait exactement où est la main, qu'est-ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un problème. Ce qu'il faudrait voir, c'est les premiers tours. Par exemple, quand il y avait eu l'équipe d'Arabie Saoudite qui s'était inscrite, je ne sais plus à quels Jeux Olympiques, l'ensemble des 7 compétiteurs d'Arabie Saoudite, les temps de combat avaient été, je crois, de 2 minutes. Donc 30 secondes, plus 10 secondes, plus 20 secondes, ainsi de suite. Donc là, on voit des beaux pions. Mais quand vous connaissez, quand vous rencontrez des gens qui se sont étudiés, réétudiés, réétudiés, qui sont des forces physiques monstrueuses et tout, il ne peut pas y avoir de spectacle. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, effectivement. Vous avez été, d'après ce que j'ai, membre du comité directeur de la Ligue Côte d'Azur de 84 à 96. Donc c'était 84, il y avait encore Paul Parent, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, membre du comité du Var de 86 à, et j'ai pas noté la date. Ça doit être 2002. Ok. Vous avez été chargé de mission par le Collège national des ceintures noires en 1991 pour la charte RMO, un ceinture pour un emploi. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, RMO, c'est quelque chose qui est parti de Toulon. Donc, j'avais des copains de judo. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le RMI. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui était au chômage, qui était une fin de droit de chômage et tout ça, il se retrouvait dans une galère monstrueuse. Donc, avec une de mes clientes qui travaillait entreprise temporaire RMO, donc j'avais été la voir en disant « Bon, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces gens-là » Et donc je lui ai expliqué que le judo était quand même un sport particulier. Donc quelqu'un qui était ceinture noire, c'était quelqu'un qui savait prendre ses responsabilités, à savoir que pour avoir des résultats, il fallait s'engager, et qu'en judo, la sanction arrive tout de suite. Tu te loupes, tu te prends la gamelle. Mais par contre, tu te redresses et tu vas te remettre à te bagarrer. Donc j'ai dit, nous, ce qu'on veut, c'est pas d'argent. Par contre, ce qui me plairait, c'est que lorsque je t'envoie quelqu'un, une ceinture noire, tu lui donnes une mission. Ensuite, s'il est valable, vous le gardez ou pas, mais vous lui donnez une première chance.
Donc, il y avait- On a commencé comme ça sur Toulon. Et ça a terminé au niveau du national où il y a eu une charte qui a été passée entre le Collège national des ceintures noires et la société RMO. 3 mois après que la charte ait été signée, la société RMO a fait faillite. Ah, dommage. C'est dommage, mais c'était on veut pas d'argent, on veut des emplois. Donc on veut que la personne. Donc c'était une sorte de manière d'aider à la professionnalisation, à l'emploi des personnes qui étaient ceinture noire de judo. Le judo, c'est entraide et prospérité mutuelle. Donc tu es ceinture noire, donc ça veut dire qu'on te donne une première chance. Après, si tu n'es pas capable de la choisir ou si tu es mauvais, tant pis pour toi. Mais tu as la chance de pouvoir y arriver. De pouvoir y arriver et de montrer ce que tu es capable. Et je vois que vous étiez donc arbitre F1, F2, F3 et jusqu'à F4, donc au niveau national en 1990, pardon. Oui. Et je sais que vous avez démissionné en 92. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Alors pourquoi j'ai démissionné? C'est tout simple. Au niveau des horaires, donc j'ai profession libérale, ça veut dire 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Juste après le club de judo et tout. Et mon épouse, elle m'a dit, écoute, le deuxième il vient de naître, je te vois pas. Le week-end, t'es une fois à Marseille, une fois à Paris, une fois ci, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc au niveau des horaires, donc j'ai été le plus jeune arbitre national français démissionnaire. Ouais. C'était ça ou divorcer. Le judo d'ailleurs est un des éléments qui, d'après ce que j'ai pu voir, enfin le judo et le karaté, j'ai travaillé sur le karaté avant, c'est un des éléments qui pousse le plus les professeurs à divorcer. J'ai vu que c'est pas au niveau des arbitres du moins de mon temps, le nombre d'arbitres nationaux non divorcés était relativement rare. Est-ce que vous avez organisé des galas ou des démonstrations au sein même du club ou dans la région? Le gala de fin d'année. Qui rassemble uniquement les licenciés du club? Donc c'est uniquement les licenciés du club, de temps en temps avec les autres associations du club. Donc on en a fait un ou deux avec le karaté, l'aïkido et la danse. Ok. Voilà, mais ça reste, j'allais dire, un interclub, quoi. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de judokas ou même celle d'après? La première réflexion, c'est ce que je dis en général lorsque je voyais des jeunes confrères kinés qui venaient me voir, ou au niveau des élèves kinés ou des gens que j'ai formés, tout ça. Je leur ai toujours dit, dans la profession, il n'y a que des requins, et le seul endroit où il n'y a pas de requins, c'est parce qu'ils ont bien trop peur des crocodiles qui sont en place. Donc ce qui veut dire que tu es là pour faire ton trou, tu es là pour te bagarrer, tu es là pour t'imposer. Et ne compte pas sur les anciens pour t'aider, parce qu'eux-mêmes ont dû faire leur trou, ont dû se bagarrer et tout ça. Donc compte sur toi-même. Le judo est une excellente école de vie, parce que ça t'a appris à tomber, ça t'a appris à te relever, ça t'a appris à prendre tes responsabilités, ça t'a appris à savoir. Donc utilise ce que tu as appris, et tu as toute la vie pour réaliser tes rêves. Et ne renonce jamais à tes rêves. Très bien. Eh ben c'est noté. Je vous remercie pour cette... C'est moi qui vous remercie.